On se marie, on baptise, on danse, on fait la fête. Comme pour renouer avec un passé heureux, mais dans la confusion. Un peu partout, c'est le désordre installé. Règlement de compte, exaction, assassinat créent un climat d'insécurité et d'arbitraire. Les journaux entretiennent une rubrique « Exécution sommaire ». On en dénombrera environ 150 par mois. Elle vise des miliciens, des agents de la Gestapo, des dénonciateurs, voire des innocents. Chef de guerre, De Gaulle est aussi chef de gouvernement. Le libérateur casqué se coltine à la réalité politique. Tout converge et tout part de son bureau de l'hôtel de Brienne. Au poste où je suis, rien de ce qui est de la France ne m'est inconnu ou caché. Il a en main tout l'appareil politique, économique, administratif et le judiciaire en charge de l'épuration. Si elle est inévitable, cette épuration, selon lui, doit être rapide, à proportion des fautes commises, et se dérouler dans un cadre légal, ce qu'il fait bien préciser par François de Menthon, son ministre de la Justice. Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs. C'est le temps des grands procès et des exécutions. À l'ordre du jour, l'épuration intellectuelle. Elle avait été amorcée pendant la guerre par l'établissement de listes noires dressées par des écrivains résistants. Un cas concret va violemment partager la communauté intellectuelle, celui de Brasiliac. Son procès s'ouvre le 19 janvier dans la grande salle du palais de justice de Paris. À 13 h, il entre dans le box des accusés. Écrivain, éditorialiste dans la presse collaborationniste, il a nommément désigné des juifs et des communistes à l'attention de la Gestapo. Il s'est compromis sans retenue avec les nazis. Le fascisme de Brasiliac n'est pas un fascisme d'amitié virile et de feu de camp. C'est une forme revendiquée de consanguinité avec le nazisme. À 18h35, le jury se retire pour délibérer. 25 minutes plus tard, le verdict tombe, la mort. Mauriac lance une pétition pour demander sa grâce à De Gaulle. Ils sont 59, écrivains ou artistes, à la signer. Parmi eux, Valéry, Cocteau, Duhamel et surtout Jean Paulhan et Albert Camus, en désaccord avec leurs collègues du Comité national des écrivains, Aragon, Sartre et Simone de Beauvoir. L'unanimité intellectuelle de la résistance s'effrite. De Gaulle refuse de gracier Brasiliac. Il a joué, il a perdu, il paiera. Il est fusillé le 6 février à Montrouge. Les exécutions et les condamnations de nombreux écrivains et journalistes obligent à la réflexion sur la responsabilité de l'intellectuel. À la question « Les idées sont-elles aussi criminelles que les actes ?», Sartre répond que « Les mots sont comme des pistolets chargés ». Dès lors, puisque les mots tuent, il est légitime que leurs auteurs soient tués. Inadmissible pour François Mauriac. L'idée de décapiter une tête pensante est insoutenable. Quand l'année s'achève,
la saison pénitentiaire pour les intellectuels collaborateurs touche à sa fin. Le mot d'épuration était déjà assez pénible en lui-même, la chose est devenue odieuse, s'était indigné Camus. Vercors, écrivain de la Résistance, s'était aussi interrogé sur les finalités de l'épuration. Pourquoi condamner à mort un écrivain ou un journaliste pour ses livres et exonérer ceux qui ont pris la responsabilité de les publier? Il visait précisément la Nouvelle Revue Française, propriété des éditions Gallimard, qui avait poursuivi ses activités sous une direction pro-allemande confiée à un écrivain fasciste, Drieux-La Rochelle. Recherché par des comités d'épuration, il se suicide quelques semaines après l'exécution de Brasiliac. Gaston Gallimard avait aussi postulé auprès du commissaire aux affaires juives pour acquérir la maison d'édition Kallmann-Lévy, spoliée à ses propriétaires. Nous vous indiquons dès à présent que la librairie Gallimard est une maison arienne, à capitaux ariens. Avec Gallimard, Grasset, Flammarion, Hachette, Fayard et de Noël assassiné dans des circonstances obscures, presque tous les éditeurs se sont pliés aux instructions de la Propagandastafel, interdisant de publier des ouvrages qui nuisent aux intérêts allemands. Peu seront épurés. Leurs auteurs résistants serviront d'alibi. L'oubli est un des arts les mieux cultivés chez beaucoup d'intellectuels français. Ailleurs, on s'interroge. Puisque tout recommence, comment associer au rite simple de la vie retrouvée ceux qui attendent, ceux qui ne reviendront plus? Avec le retour des déportés et des prisonniers, la découverte de leurs souffrances, les absences, les deuils, s'affirme l'exigence d'une épuration politique. « 1945 impose la nécessité d'exorciser le malheur et la honte. Les hauts responsables de Vichy vont devoir rendre des comptes. » Pétain, qui s'était réfugié avec son gouvernement à Sigmaringen, se rend aux autorités françaises à la frontière suisse. Bien que De Gaulle ait donné son accord pour qu'il bénéficie d'un asile politique dans ce pays. Son procès débute à Paris le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice. Il a 89 ans. Il est accusé de complot contre la République, atteinte à la sûreté de l'État, intelligence avec l'ennemi et haute trahison. Le président Mongibaud ouvre l'audience. L'accusé qui comparaît aujourd'hui, dit-il, a suscité pendant de longues années les sentiments les plus divers, depuis un enthousiasme et une sorte d'amour, jusqu'à la haine et l'hostilité violente. Au magistrat pendant l'occupation, Mongibaud avait lui-même prêté serment de fidélité à l'accusé. Pétain prend longuement la parole pour signifier qu'il restera désormais muet. Il le demeurera effectivement face au défilé de ses accusateurs, les responsables politiques, dont la plupart ont facilité son accession au pouvoir. Dans son réquisitoire, le procureur Mornay dénonce en Pétain l'incarnation du déshonneur, non seulement acceptée, mais recherchée. Une seule réponse s'impose, la mort. Pétain prend une dernière fois la parole,
Disposez de moi selon vos consciences. Après 3 semaines de procès et 7 heures de délibération, il est condamné à mort. Mais les jurés, tenant compte de son grand âge, émettent le vœu que cette condamnation ne soit pas exécutée. De Gaulle commut sa peine en détention perpétuelle, qu'il purge à l'Île-Dieu, où il meurt 6 ans plus tard, dans sa 96e année. Pendant qu'on jugeait Pétain, Pierre Laval, président du conseil du gouvernement de Vichy, est incarcéré à Fresnes. Plus que tout autre, plus que Pétain, il symbolise la collaboration délibérée avec le nazisme. Son credo, si l'Allemagne perd la guerre, la France sera vouée aux communistes. Seule une vraie, franche et durable collaboration avec Hitler peut l'empêcher. Toute son action va tendre à un rapprochement toujours plus étroit avec le Reich, auquel il ne cessera de donner des gages. D'emblée offensif, il prend la parole. « Condamnez-moi tout de suite, ce sera plus clair. » Au fur et à mesure des audiences, il se montre de plus en plus combatif. Il reproche au procureur Mornay d'avoir appliqué les lois qu'il lui fait aujourd'hui grief d'avoir promulguées. Un juré l'insulte. « Salaud, 12 balles, il n'a pas changé. » Mornay requiert la peine de mort, il l'obtient. De Gaulle refuse de le gracier. Cet exercice de droit de grâce, il estime que lui seul devra en rendre compte à Dieu. Selon son entourage, c'est souvent avec horreur qu'il reçoit le magistrat venu soumettre à sa décision la vie ou la mort de condamné. Il lui arrive de téléphoner en pleine nuit pour faire surseoir à une exécution et réétudier le dossier. 5 jours après sa condamnation, les officiels pénètrent dans la cellule de Laval. Le procureur l'interpelle. « Pierre Laval, l'heure est venue, préparez-vous à mourir courageusement. » Il ne répond pas. Son visage est révulsé. Une fiole de cyanure s'échappe de sa main. Il s'est empoisonné. Le docteur de la prison lui fait un lavage d'estomac et des piqûres. Son cœur se remet à battre normalement. Un communiqué est donné à la presse. Les jours de Laval ne sont plus en danger. Il est fusillé sur un terrain vague dans l'enceinte de la prison de Fresnes.